Nicolas, ce grand défi écologique à venir, c'est quoi pour vous? Pour moi, le défi écologique retrace beaucoup d'aspects. Je dirais que le prioritaire euh, qui nous importe, nous, en tant qu'espèce humaine, c'est le défi énergétique, avant tout. Il y en a plein d'autres. Il y a des défis climatiques, il y a des défis en termes de biodiversité. Celui qui nous intéresse en premier chef, j'ai envie de dire que c'est le défi énergétique. On le voit depuis quelques mois, notamment avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine. On le pressentait déjà évidemment avec la crise du Covid et puis les, les arrêts dans les chaînes logistiques que ça a produit au niveau mondial, mais pas que, également au niveau national. Pour moi, le principal défi de ouais, on va dire des années, des mois, des années qui vont nous occuper, c'est un défi énergétique. Ça touche tout le monde. L'énergie, c'est à la base de tout dans nos sociétés, malheureusement. Ça nous sert à nous habiller, ça nous sert à habiter, ça nous sert à faire de l'agriculture. Et l'énergie dont on a besoin, c'est une quantité absolument folle et c'est simple, des énergies primaires qui répondent à ces besoins-là, il n'y en a pas énormément. Et la principale qu'on utilise à 80%, c'est l'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon notamment. Et avec les conséquences que ça a sur le climat, c'est-à-dire que quand on brûle ces énergies-là pour se déplacer, pour habiter, pour s'habiller, pour se cultiver, pour se soigner, parce que également quand on va à l'hôpital, eh ben, on a besoin du pétrole pour les plastiques qu'on va utiliser, pour les déplacements qu'on va faire en ambulance, etc. À tous les niveaux, on a besoin d'énergie, on a besoin d'énergie fossile, on a besoin du pétrole, et la combustion de ces énergies-là, ces énergies fossiles, va libérer des quantités folles de CO2 dans l'atmosphère, créer un effet de serre supérieur à ce qu'il a toujours été. Et ces défis énergétiques amènent d'autres défis climatiques, on en a parlé, des défis de biodiversité. Et c'est ce qui va faire que dans le roman que j'ai écrit tout récemment, qu'une mère décide d'emmener son enfant en haute montagne pour justement fuir ce qui se passe en bas. Et ce qui se passe en bas, malheureusement, c'est pas très très joyeux, puisqu'on pensait pouvoir faire un certain nombre de transitions et on n'a pas eu le temps de les faire. Et ce roman se passe dans quelques décennies, on ne sait pas quand exactement, on ne sait pas où exactement, mais voilà, cette maman va vivre en haute montagne avec son enfant et on va suivre l'évolution pendant 17 ans de ces deux personnages-là dans un milieu qui est absolument inhabitable pour l'homme, à long terme. Moi, je vais faire un petit peu ce livre, donc ce roman, qui fait un peu, alors lueur glaciale, je dirais que ça fait aussi froid dans le dos, parce que quand on voit ce qui doit se passer sur Terre, qui risque de se passer finalement sur notre planète, c'est quand même inquiétant. C'est inquiétant à plein d'égards parce qu'on a rarement été confronté au niveau mondial à de tels défis. Par le passé, on a eu plein de défis. C'est le propre finalement d'un être humain de relever des défis à tous les niveaux, dans nos vies personnelles, dans nos vies intimes. Tous les jours finalement, on fait que ça, relever des défis. Là, c'est la première fois que c'est l'humanité tout entière qui est confrontée à un tel défi. Quand on parle de baisser les émissions de CO2, on dit que c'est bien de les baisser ici à Chambéry, ça peut être bien de les baisser également en France, mais ça peut être bien de les baisser en Europe et partout dans le monde. Et encore, la problématique CO2 carbone, c'est qu'une des problématiques. Il y en a une quinzaine d'autres, certaines qui sont aussi importantes. Donc oui, ça peut être compliqué, ça va probablement l'être quand on voit les actions qui ne sont pas faites, les mentalités, les changements de mentalité qui ne sont pas pris en compte. Après, est-ce que c'est une raison pour baisser les bras et se dire de toute manière c'est foutu et advienne que pourra? Personnellement, j'en suis pas certain. J'ai 42 ans, j'ai peut-être encore quelques années, quelques décennies à faire sur cette terre. On verra bien, on sait jamais. On verra bien. Et je me définis de plus en plus comme un pessimiste actif, c'est-à-dire que je suis relativement informé de
toutes les problématiques auxquelles on est confronté déjà aujourd'hui et auxquelles on sera confronté de plus en plus. En réaction de ça, j'essaye d'agir à tous les niveaux de mon possible, par mon travail, par mes activités, par des changements de mentalité, une façon aussi de voir le monde de façon un peu différente, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire. On parle d'environnement pour définir ce qu'on pourrait appeler la nature. La nature, on sait très bien que c'est une invention purement humaine, puisque de fait, on sépare nature et culture, pour faire référence à Philippe Descola. L'environnement, ça veut dire c'est ce qui nous environne, ça veut dire qu'on est au centre. Et on atteint tout de suite cette notion d'anthropocentrisme, c'est-à-dire d'espèce humaine qui est centrée sur elle-même, entourée du vivant qui l'entoure, et qu'elle doit absolument régir. Et c'est, à mon avis, c'est avant tout ce changement de paradigme dans nos têtes qu'il faut opérer. C'est-à-dire que c'est pas la nature qui nous environne, c'est le vivant, et on fait partie du vivant, et on n'est qu'une petite espèce du vivant. Et c'est ça, à mon avis, la principale difficulté à laquelle on doit faire face, avec des conséquences, pour le coup, réelles sur nos vies, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient en termes d'emploi, oui, nos façons de vivre au jour le jour, tout simplement. Alors vous avez eu aussi d'autres défis dans votre vie, puisque vous avez fait de la haute montagne, les glaciers, les hautes montagnes ne vous font pas peur, et surtout vous avez fait de l'apnée. Oui. Expliquez-nous un petit peu en apnée ce que vous avez fait avec des titres quand même assez importants. J'ai essayé l'apnée, alors l'apnée que je pratique, c'est ce qu'on appelle de l'apnée sportive. Donc l'apnée sportive, alors on a tous en image en tête le Grand Bleu, le film Le Grand Bleu. L'apnée se pratique soit en profondeur, en mer ou en lac, soit en piscine, et auquel cas le but c'est par exemple de faire la plus longue distance possible dans un bassin olympique et de faire cette distance-là évidemment sans respirer. J'ai commencé l'apnée il y a quelques années, j'ai mis un terme en 2017 après avoir obtenu des titres qui m'allaient très bien, à savoir une 5e performance au championnat du monde en 2015 et puis un titre de vice-champion de France en 2017, et je suis allé au-delà de ce que je pouvais rêver quand j'étais petit, et ça m'allait très bien comme ça. Et depuis je me concentre sur d'autres choses, la montagne évidemment, mais pas que, également le potager, l'écriture toujours, voilà, ce 4e roman. Alors on va faire voir encore donc ce livre, Lueur glaciale, donc des éditions, c'est les Jardins de Siloué, je crois, les Fontaines de Siloué, donc, et qui est très très intéressant. C'est vrai que ça fait une drôle d'impression de lire ce livre. Ça rappelle ce qui s'est passé avec la peste quand les gens quittaient les villes pour aller à la campagne, hein, c'est un peu ça. Et voilà. Eh ben, j'espère qu'on n'y arrivera pas, que c'est un roman, ça restera au titre de roman. Exactement, une fiction, okay. C'est tout ce que je nous souhaite. Tout à fait, ce serait bien. Merci beaucoup Nicolas. Merci. Et merci à à Magali qui nous filmait.